Bien, bonjour à tous et à toutes, ravi d'être avec vous pour ce nouveau numéro de chez Jordan Deluxe. Allez, avec mon petit Fabien, je vais lui faire un bisou, oh, mon petit Fabien de Noël. Comment ça va? Ça va? Ah bah non, je vais pas vous serrer la main quand même, il me tend la main. Non mais attendez, Fabien, depuis le temps qu'on se connaît tous les deux. C'est vrai. Hein? C'est vrai. On en a passé des moments ensemble, hein? Des très bons moments. En tout bien, tout honneur. Absolument. Évidemment, même si des fois vous avez... Mais quand même, j'ai toujours dit non. Ah bon? Je vous taquine. Je m'en suis pas rendu compte. C'est pour vous mettre à l'aise, Fabien. Merci, vous venez nous voir pour nous parler d'une vente. C'est le 2 décembre. Et alors, je savais que vous faisiez plein de choses, mais alors ça, Ben oui, parce que ça fait êtes maintenant expert. 12 ans que je suis expert pour les tribunaux, pour les commissaires-priseurs, dès qu'on parle de chansons françaises et internationales. Donc on fait appel à mes services pour authentifier les choses, pour refaire ce qu'on appelle la traçabilité d'un objet et pour parler de nombreux artistes. Voilà. Alors vous savez tous les artistes ne peuvent pas être vendus aux enchères. ah bon? En France, il y a 12 noms comme ça, très célèbres. Alors ça va bien sûr en tête, c'est Johnny Hallyday, Claude François, Mylène Farmer, c'est Michel Sardou, Renaud. D'accord. C'est des gens comme Indochine, Téléphone, c'est Brassens, c'est Dalida. Enfin, des grands noms de la chanson. Dans les jeunes générations, je vous dis, on a Farmer et on a peut-être Britney Spears, quand même, qui est très collectionnée encore aujourd'hui. Voilà, donc il n'y a pas 50 noms comme ça. Hein, on est très surpris parfois. Alors, ça revient à qui cet argent quand il y a des Alors, ventes ce qu'il faut expliquer, c'est pas les artistes qui vendent souvent. D'accord, c'est la C'est les famille. gens qui ont travaillé. Non, même pas. D'accord. Même pas la famille. Non, les gens qui ont travaillé avec des artistes. La Donc, plus grosse vente que vous avez faite de votre vie, Fabien Lecoeuvre, sur un objet? Alors, il y a un costume de Claude François qui est parti à plus de 40 000. 40 000 euros. 40 000, c'est le costume paillette avec lequel Clo-Clo avait fait ses adieux à Forest National le 12 janvier 1974. Johnny Hallyday aussi, on a vendu la veste Saint-Laurent cousue par Yves Saint-Laurent pour un palais des sports en 1971. D'ailleurs, on retrouve cette veste aussi de Johnny dans un film au cinéma, qui était sorti en 72, un long métrage, sur la vie de Johnny et des Stones en même temps. Donc c'est des pièces vraiment importantes, mais c'est des pièces de musée. Bien sûr. Parce que... Il y a des choses aussi très étonnantes. Je sais qu'à la maison, vous avez les cheveux de Claude François, c'est ça? Alors ça, c'est des mèches de cheveux, parce que Clo-Clo, il y avait des fans qui récupéraient à l'époque beaucoup de mèches de cheveux Et chez où le est-ce qu'ils coiffeur. chopaient les Ils allaient voir le coiffeur, ils soudoyaient, ou alors ils demandaient à Claude François s'il pouvait prendre des cheveux. Lui, il disait oui. D'accord. Il faut pas oublier qu'en 64, il avait chanté une chanson qui s'appelait Une petite mèche de cheveux. Alors à l'époque, quand les concours de son fan club, il envoyait, dès qu'il allait chez le coiffeur, la secrétaire récupérait les cheveux, elle les collait sur une petite carte de visite. Incroyable. Clo-Clo la signait, ils envoyaient ça aux gagnants. Ça, c'est génial, vous voyez. C'est les années qu'on a aimées, c'est les années C'est une autre époque. où il y hein. avait encore les stars. Voilà, et c'est de l'ADN. Ouais. Une petite question, Fabien Lecoeuvre. Alors, si demain, je veux vendre quelque chose qui vous appartient, par exemple, je ne sais pas, je vous fais signer ce mug. Ouais. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne une photo de vous en train de signer? Et de préférence, Ouais. bien sûr. Ça quoi? Ça valide le... Ah bah, ça authentifie déjà, et puis on sait que vous l'avez porté. Alors, pour tous les gens qui nous regardent là, qui vont Ouais. se voir des Ne personnalités... jetez rien maintenant, il faut- ne jetez plus rien. Ouais. D'une célébrité. Et surtout, il faut que la personne ait le costume sur lui, quand c'est un D'accord. costume, Voilà. une paire de chaussures. Parce qu'il y a quand des copies, je suppose aussi. Non, parce ça que vous arrive. savez, les costumes de scène, c'était fait par des grandes maisons comme Combs de Lucas, Christian Dior, c'était fait par Reinhardt, tout ce qui était paillettes cousu main. Ça coûterait trop cher de faire une copie en paillettes cousu main de chez Reinhardt. On n'a plus les moyens aujourd'hui dans le spectacle. La Donc, vente, il n'y a pas de faux. Non, c'est rare. J'ai c'est rarement vu des faux. hein. le 2 décembre chez Drouot, et vous verrez Monsieur Lecoeuvre, évidemment, avec son Absolument. petit marteau. Ah, c'est pas moi qui ai le marteau, Et c'est c'est le la commissaire-priseur. commissaire-priseur. Absolument. Vous serez à côté. Ah, je suis toujours à côté du commissaire pour authentifier les choses, pour expliquer, pour donner le détail. On adore, Mais évidemment. ça fait le bonheur de plein de gens, vous savez. C'est gratuit, une vente aux enchères. Faut s'inscrire chez le commissaire-priseur parce que D'accord. les places sont limitées dans la salle, mais on peut la faire par téléphone, on peut la suivre par téléphone, il faut s'inscrire auprès du commissaire-priseur ou par Internet. Ah, sympa. Et ça, c'est génial, on peut assister à la vente en direct et puis enchérir, évidemment, et ça touche le monde entier maintenant. Une fois que le clap est passé, Ouais. quand le marteau a tapé par terre, Ouais. je me suis toujours posé la question, si jamais vous regrettez, comment ça se passe? Non, il n'y a pas de regret, il y a des gens qui pleurent dans la salle. Et des gens qui pleurent par téléphone, parce que c'est très émouvant. Ils ont attendu peut-être des années pour avoir un vêtement de Johnny. Ouais, D'un seul coup, ils l'ont. Ils pleurent. d'accord. Moi, j'ai vu des gens pleurer et on est pris par l'émotion parce que tout ça, c'est de l'humain, c'est formidable. Mais on peut pas se rétracter? Alors, on a 30 jours pour se rétracter. Ah d'accord, donc Mais- une fois que c'est tapé, c'est pas forcément... Ah non, alors, bon, mais enfin, vous savez, généralement, celui qui a enchéri, Ouais. il le veut. hein. Ouais. Bon, donc, alors, c'est arrivé un jour parce qu'un type avait acheté un jour un costume de Clo-Clo, Ouais. un des nombreux costumes qui ont déjà été vendus aux enchères, parce que Clo-Clo donnait ses costumes aux lauréats de podium. D'accord. Donc c'est passé des costumes, on connaît, on a refait la traçabilité, il n'y a pas de vol hein, dans tout ça. hein. Et le type, dans l'intervalle, il divorçait, sa femme a fait bloquer ses comptes, il n'a pas pu payer le costume. Donc c'est compte en banque. Donc on a dû le remettre l'année suivante. C'est génial. Après, mais c'est très Très, très rare. Non, ça n'arrive jamais. Quand les gens achètent, ils achètent.
Cette vente, c'est le 2 décembre et c'est chez Drouot, chers amis. Allez, faisons tout de suite un petit portrait de ce petit Normand qui est avec nous, Fabien Lecoeuvre. Portrait, c'est maintenant. Et on commence avec une petite photo, Fabien. J'aime bien, ça repartir un peu dans l'enfance. Surtout que vous portez un petit nœud papillon que j'aime beaucoup. Ah bon? Bah oui. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais attendez, on croirait limite que c'est un photomontage. Eh non, pas du tout. Que Non, vous avez mais la tête que vous avez aujourd'hui. Ouais, j'étais déjà fan de Jordan Deluxe, donc j'avais sorti le papillon. Non, mais là, c'est une vraie photo, on est d'accord. C'est une vraie photo. Ouais. On est en 1964, 65 peut-être. Ouais, 66 peut-être, je ne sais plus exactement. Et alors, c'est marrant parce que c'était les chemisettes à ballon, les manches ballons. Même pour les garçons, avec les petits gilets et les nœuds papillons. Mais alors, c'était des papillons avec des élastiques. Hein. C'était pas les vrais nœuds papillons. Bien sûr, ouais. Pour les enfants. Très bien. Il y avait la même chose en cravate aussi. Donc là, je faisais ma photo de classe, voilà, à côté des perruches. Enfin bon. Alors, enfance, c'est plutôt compliqué. Hein. J'ai vu avec papa notamment, hein, qui était très très dur. Fabien Lecoeuvre. Parce que c'était une autre éducation. Ouais. Je ne suis pas le seul dans cette génération. Je pense à mon copain Yann Moix. On a tous eu comme ça des enfants, c'est un peu parce que c'était un peu Troisième République sur l'autorité parentale. Vous savez, moi, je ne pouvais pas mettre mes coudes à table, paf, je prenais une gifle. Je ne pouvais pas couper la parole à table. Il y avait cette espèce d'éducation, mais c'est une bonne éducation, mais un peu trop. Bon, il y avait l'histoire de la table de 9, j'ai cru voir. Alors, je ne connaissais pas mes tables de multiplication, parce que j'avais du mal à les apprendre au départ, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs de cette génération aussi, et peut-être d'aujourd'hui même. Et en fait, quand je ne savais pas mes tables, j'allais au coin avec le dictionnaire sur la tête et tout ça. Non, mais c'est des trucs qu'on n'oserait même pas. Moi, j'ai une fille qui a aujourd'hui 29 ans, mais j'aurais pas osé, oui, absolument. Et elle n'a jamais été punie. Enfin, j'ai pas eu besoin d'avoir cette autorité-là pour me faire obéir. En tout cas. À quel moment ça a été trop loin avec votre papa, Fabien Lecoeuvre? Quand à un moment donné, il m'a dit, à un moment donné, bon, habille-toi, puisque tu sais pas tes tables, tu es vraiment un enfant, on n'en veut plus de toi. Donc, je me suis rhabillé le soir tard. Et il m'a emmené dans la voiture parce qu'il voulait me perdre dans les bois. Ah ouais, non, mais là, c'est fort. Non, mais quand on y pense... Mais tous ceux qui nous regardent, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont eu ce rapport comme ça avec les parents. Et en même temps, c'était des parents aimants. Mais maman, à ce moment-là, vous dit quoi? Je crois que, vous savez, les femmes, elles étaient un peu... C'était le patriarcat du papa. Ouais, c'est ça, ouais. En tout cas, grâce à mon père, je lui en veux pas. On peut pas en vouloir à ses parents. Vous avez pardonné? Vous avez mis du temps à pardonner? Oui, mais bien sûr, j'ai pardonné. Mais c'est surtout, je savais exactement ce que je ne voulais pas être dans la vie. Ouais, comme lui. Voilà, je voulais pas être ça. Je voulais pas ressembler à ça. Sûr. Donc j'ai fait tout le contraire. Et Dieu merci. Avec votre fille Sarah, on en parlera tout à l'heure. Vous avez aussi une enfance compliquée, notamment par rapport aux tentatives de suicide. J'ai vu ça aussi. Oui, alors c'est vraiment. Ma mère a fait 2 tentatives, mon père a fait une tentative, etc. Alors j'ai déjà été confronté à tout ça. Et alors moi j'avais déjà cette forme d'autorité auprès de mes 2 sœurs. Parce que je disais, mais c'est pas grave, tout ça. Je minimisais les choses, je remettais les choses à leur place. Je dis, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va s'organiser, tout ça. Mais c'était quoi les raisons? Parce que cette tentative, en général, c'est qu'on a envie de créer une alerte. Ma mère a fait une dépression nerveuse à la suite d'une hépatite virale. Et puis mon père, je pense qu'il en avait marre, le couple n'allait plus de mes parents. Ils se sont jamais séparés. Moi, je regrettais qu'ils se séparent pas, justement. Ah bah oui. Vous savez, comme beaucoup d'enfants, on n'ose pas le dire. Pour prendre un peu d'air. Mais on préférait des fois que des parents divorcent plutôt que d'assister à des scènes violentes dans le couple. Et ce qui a été mon cas avec mes sœurs. Alors moi, je l'ai digéré grâce à la chanson française, parce que ça vous emmène sur des... Mais c'est intéressant, on va découvrir un peu. Il y a une psychologie importante. Mais oui, parce que souvent, dans le milieu, des fois, on vous appelle, vous savez très bien comment on vous appelle dans le milieu des fois. On dit, ah bah tiens, il y a eu un mort, il y a Fabien Lecoeuvre qui va arriver, il va nous faire le croque-mort. Mais c'est intéressant parce que vous avez un rapport particulier à la mort. Parce que quand on voit votre vie, et vous l'avez expliqué dans un livre d'ailleurs, quand on découvre ce que vous avez vécu et pourquoi vous avez cet amour envers la chanson, tout ça, et ben c'est aussi pour ça, il y a eu un passé difficile. On est des millions de personnes en France où on s'est réfugiés à la suite souvent de problèmes familiaux importants. Et c'était un bouclier. Regardez les chansons que l'on a en France, la chance des chansons que l'on a en texte, en mélodie. Enfin, on a eu la chance d'avoir des auteurs-compositeurs sur mesure. Donc moi, je me réfugiais dans les hit-parades de l'époque. La fierté des parents, vous l'avez eu à un moment quand même, Fabien? La fierté, c'est-à-dire... Vous l'avez ressenti? Mes parents étaient... Fiers de ce que vous faisiez? Oui, parce que alors ils étaient contents de me voir à la télé les samedis soirs aux côtés de Patrick Sébastien, etc. Oui, bien sûr. Et puis tout ça, moi, je suis pas un type rancunier. Je passe, je tourne des pages, ça arrive. Vous savez, j'ai tellement lu d'autobiographies, je ne lis que ça dans ma vie. Je suis vraiment, j'achète dès qu'il y a une bio. Mais que ce soit Rudolph Valentino qui est mort en 26, que ce soit la dernière bio d'une merveilleuse actrice ou d'un grand artiste, tout m'intéresse. Là, je suis en train de lire la bio de David Hallyday. Il a sorti son livre il y a quelques jours. Mais c'est formidable. Il analyse les choses avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent. Vous auriez aimé, Fabien Lecoeuvre, être le fils d'un artiste ou d'une artiste? Parce que c'est pas facile. Vous savez, j'ai vraiment cette compréhension. Ça fait 31 ans
je travaille avec les enfants de Claude François, Claude et Marc, c'est pas facile. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu des fois on déjeunait avec Claude François Junior, donc les gens venaient le voir, ils disaient « Oh là là, je vous adore, hein. Puis j'adorais votre papa ». Il lui parle que de son père. Ouais, en fait, il venait lui dire bonjour par procuration. Ah oui, c'est ça. C'est une vie par procuration, c'est compliqué. Ouais. Et moi, je comprends, c'est pas une souffrance, c'est pas une douleur, mais c'est une épreuve. Ouais. D'être le fils ou la fille d'eux. D'ailleurs, beaucoup de fils ou de filles d'artistes changent de nom. Hein, beaucoup, absolument. Puis s'effacer un petit peu. Bien sûr, quand vous appelez François Hallyday, Sardou, vous appelez Pagny, vous appelez... Vous savez, c'est compliqué d'avoir des gens aussi importants derrière vous. Quoi. Ça me permet même de faire un petit clin d'œil à une artiste que j'aime beaucoup, que j'ai voulu inviter et qui a toujours refusé de venir parce qu'elle me dit « Non, je ne parle pas de mon père, c'est Sophie Tapie ». Et j'ai toujours dit à l'attaché de presse, bah oui, mais moi c'est compliqué pour moi d'inviter la fille de Bernard Tapie et de ne pas pouvoir en parler. Parce qu'elles n'ont pas fait encore de psychologie, je pense, et elles n'ont pas eu le recul sur leur vie. Elles sont en plein dedans, elles sont encore dans l'épreuve. Et c'est compliqué parce qu'on ne vous dit bonjour que parce que vous êtes la fille ou le fils. Mais en même temps, cette notoriété, Fabien Lecoeuvre, on la doit à son père ou sa mère. Évidemment, parce qu'ils en touchent, en tout cas, ils en ont les avantages. Bah oui. Bon, quand on est la fille ou le fils d'eux, il y a des avantages. Mais il y a beaucoup d'inconvénients psychologiquement qui sont un peu compliqués. Et moi, je suis toujours très sensible à ça. Maintenant, on va parler de la femme 2, ou plutôt de l'ex-femme 2. C'est Anne Richard. Allez, un petit peu d'amour avec Fabien Lecoeuvre. Eh bien oui. Attention, il a quand même le temps de faire des câlins et des enfants, notamment une petite Sarah, on va en parler dans un instant. Anne Richard, qu'on embrasse très fort, qui est une grande comédienne. Et vous nous aviez annoncé la séparation, c'était il y a un an. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a fait 14 ans ensemble. C'est une histoire de passion, vraiment. Hein. Mais je vous l'avais dit la dernière fois, c'est nos métiers qui nous ont séparés. Parce qu'on s'adore toujours. On se voit toujours. Puisqu'elle vient parfois en Normandie chez moi, moi je vais aussi chez elle, ça m'arrive de partir. C'est vous qui avez pris la décision d'arrêter ensemble. Ouais. Vous êtes dit ça sert plus à rien. On est arrivé au bout d'une histoire, puis on a une telle lucidité des choses, on s'est jamais menti, on a une espèce de franchise, enfin on s'aime, c'est un être formidable. Vous êtes dur à vivre? Je ne sais pas que je suis dur à vivre, je suis dur à organiser une soirée avec moi parce que, vous savez, des fois, je dis, bon, ne t'inquiète pas, on dîne ensemble jeudi soir. Paf, jeudi soir, on a Michel Delpech qui nous quitte. Paf, donc je suis obligé d'annuler mon dîner. Vous faites tous les plateaux, oui, bien sûr. Donc, alors à chaque fois, voilà, ça se résume à ça, nos vies. David Bowie, à chaque fois, j'arrive en Normandie avec elle, le vendredi soir, samedi matin, on se réveille. Paf, Michael Jackson disparaît. J'ai dit, écoute, il faut que je reparte, machin. Ah bon, mais tu m'avais dit qu'on faisait un week-end. Mais là, ça veut dire quand même, Fabien Lecoeuvre, que le travail passe avant un peu l'amour. Oui, mais ça, c'est nos métiers, je pense. Et je pense que vous êtes aussi bien placé. C'est-à-dire que ça, c'est un peu nos métiers. Quand on a les comédiens, et Anne m'a fait les mêmes plans dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Mais évidemment, parce que d'un seul coup, on rajoutait une date de théâtre, ou alors elle devait aller, je ne sais plus pour quelle œuvre caritative, pour aller, voilà. Bon, moi, je raisonne d'une certaine manière, donc on s'en veut pas, on sait bien. Alors, votre fille, Sarah, vous l'avez eue avec Anne? Ah non, c'était une autre maman. Une autre maman, qui était avant, qui était une danseuse, d'ailleurs, une fille charmante, enfin, avec qui je travaille toujours, d'ailleurs. D'accord, ok. Voilà, non, il n'y a aucun problème, on s'entend très bien, on fait tous Noël ensemble. J'avais pas de problème. Bon d'accord. Oui, j'avais aucun problème. Alors, je suis un exemple, parce que Claude François Junior me Noël avec montre toujours du doigt, il me dit, t'es quand même le seul à faire Noël avec ton ex-femme, ta nouvelle femme. Il me dit, t'es quand même le seul. Hein. C'est marrant, ça, je savais pas ça du tout. Oui, mais parce que j'ai horreur des conflits. D'accord. J'aime pas les conflits. Et puis, je trouve que c'est pas parce qu'on ne vit plus avec quelqu'un qu'il faut dire du mal. Oui, c'est vrai. Bon, parce qu'après, la vie, des fois, nous sépare, mais on prend des chemins différents, et puis on n'a plus les mêmes envies, sans parler de sexualité. Bien sûr. Je sais que vous allez m'emmener là-dessus. Non, mais vous avez eu envie d'avoir un deuxième enfant? Ah ben, moi, j'aimerais, si ça se présente demain. Ah bon? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. J'ai aucun problème. Et puis, si j'en ai pas... À 64 ans, vous y allez? Ouais, non, mais c'est-à-dire que ça m'importe. D'accord, ok. Peu importe. Est-ce que vous êtes en couple aujourd'hui, Fabien Lecoeuvre? Non, je suis célibataire. D'accord, donc... Je suis arrivé sur le marché. D'accord. mais en même temps, j'ai des amis, hein, voilà. Oui, vous n'allez pas me faire le coup de Patrick Sébastien qui me disait qu'il avait des passantes. Oui. Non, mais j'ai des amis. Donc, tout va bien. Tout va très bien. Sexuellement, non, je n'ai pas de souci. Mais bon, c'est... j'aimerais retrouver, pourquoi pas. Mais, et en même temps, je ne cherche pas spécialement. Vous savez, j'ai un équilibre. Mon métier est un vrai équilibre. Je fais ça avec passion. Ça remplit nos vies, hein, vous le savez. Hein. Sarah, vous en êtes fière? Oui, c'est... Elle est sur un média qui lui permet de bien exister, d'ailleurs. Elle est très brillante. Ouais. Je pense qu'elle est plus douée parce qu'elle a fait une école de journalisme. Moi, j'ai appris le journalisme sur le tas. Il y avait très peu d'écoles, moi, quand j'ai commencé mon métier. Ça n'existait pas.
il y avait une école d'attaché de presse, rue Pierre Charon, c'était le seul enseignement qui existait à l'époque. C'est vrai que c'est souvent la question des gens, comment on fait pour faire de la télé, de l'antenne. Et donc là, aujourd'hui, moi, j'enseigne moi-même dans des écoles différentes, etc., comme l'École de France, comme l'ESJ, ou à Lille, une école de droit, enfin, où j'enseigne la communication. La réputation du papa, vous faisiez attention en l'emmenant à l'école ou pas du tout? Parce que quand on a un papa connu, c'est pas forcément facile. Je faisais attention, mais je l'ai toujours prévenu des choses. D'accord. Bon, elle sait que voilà, mais en même temps, ça allait, les gens étaient contents, voilà, c'était pas. Un jour, elle avait eu un souci à l'école parce que il y avait Laurie qui était venue à la maison. J'avais travaillé sur un bouquin de Laurie à l'époque, etc. Elle était venue, tout ça, et puis elle a été contente d'avoir Laurie chez elle, qui était venue chez elle. Alors bon, le lendemain, elle dit à l'école, bah voilà, il y a Laurie qui est venue manger à la maison, qui est venue à la maison, tout ça. Alors ses copines disaient, ah, t'es une crâneuse, t'es une menteuse, tout ça. Enfin, les gosses dans les cours d'école, peut-être, je sais pas, 7-8 ans, 6 ans, 7 ans. On aurait tous voulu que Laurie vienne nous voir. Voilà, alors elle pensait que Laurie faisait tous les appartements de toutes les petites filles. Ah ben oui, mais c'est normal, mais voilà. Oui, parce qu'ils comprennent donc, pas. Donc il a fallu que j'explique à Sarah, je dis, tu peux pas le dire quand il y a des comme ça, tu vois, faut faire attention parce qu'elle vient pas dans toutes les maisons, Laurie. C'est pas le Père Noël. Donc c'était ça, entre autres, ou avec To Be Free à l'époque, parce qu'elle est de cette génération-là, en fait. Bien sûr. Voilà. Donc en même temps, c'est un peu, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie. Pour les enfants. Ça arrive. On enchaîne évidemment sur cette date, le 2 décembre 1958, ce qui vous fait, au moment de la diffusion de cette émission, 65 ans. Bon. Non, je suis de 61, parce qu'on dit toujours que je suis de 58. Ah, mais oui je suis ah, mais j'ai cette date-là, moi. Non, je suis de 61. Ah, d'accord, ok. Je sais parce qu'il y a des erreurs sur tous les réseaux. Ah, bah, excusez-moi. Il y en a qui me donnent même plus, il y en a qui me donnent encore plus. Mais c'est pour ça que j'ai vu que vous tiltiez pas tout à l'heure quand j'ai dit... mais je vous écoutais, mais je ne calculais pas. En même temps, je m'en moque. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs... mais j'arrive pas à changer, alors je vous le dis tout de suite, je n'arrive pas à changer ma date de naissance sur Wikipédia. Ah oui, c'est grave. À chaque fois, même des gens l'ont fait pour moi, machin, on me remet tout le temps dans 58. Il faut presque que je monte mon passeport à un moment donné, parce que... Non, mais c'est hallucinant. Alors, je m'en moque parce que je cherche pas à faire plus jeune et à faire plus vieux, ça m'intéresse pas. Donc, bon, ah d'ailleurs, est-ce qu'il y a des petits artifices, vous savez que j'aime bien? Je suis très friand de ça. C'est-à-dire? Est-ce que vous avez fait des artifices pour paraître toujours jeune? Non. Vous n'avez rien fait du tout sur vous? Non. La seule chose que j'ai faite un jour, c'est une liposuction. Ah! Parce que quand j'ai commencé la télé avec Dominique Cancien... Oui, alors là, la grande époque, une grande dame de la télévision. Bien avant les années bonheur, en tout cas, avec mon ami Patrick Sébastien. C'est-à-dire que c'était la mode où tout le monde faisait de la liposuction. Je ne vais pas donner des noms, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Et je ne donnerai pas des noms. Ah, donnez des noms, s'il vous plaît. Mais il se trouve, donc c'était une mode, on allait tous se faire liposucer. D'accord. Avec qui vous avez été vous faire liposucer? Avec un chirurgien. Oui, non, mais dans une clinique avenue Franklin Roosevelt. Les autres personnalités qui vous suivent. Non, mais je vous dirai pas. Ah non, je veux pas parce que c'est une atteinte à la vie privée. D'accord. Donc je ne rentrerai pas sur ce terrain-là. Merde, il connaît les lois. Mais il y avait beaucoup de gens qui ont eu recours, en tout cas dans les garçons que je connaissais de la télé à l'époque, les jeunes hommes qui allaient faire un peu de liposuction pour pouvoir rentrer à perdre 2 tailles de pantalon et puis voilà. Pour petite taille. Je sais que ça, c'est un truc, souvent on vous taquine avec ça. Est-ce que ça a été un complexe? C'est-à-dire le fait que vous ne soyez pas très très grand. Non, alors pas du tout. Je sais que Cyril Hanouna me chauffe toujours là-dessus. Oui. Mais ça me... Non, ça me fait rien. J'ai jamais été complexé. Non. Même à l'école, rien. J'ai pas cherché à faire plus grand, à faire machin. Ça m'intéresse pas. Je me focalise pas là-dessus. Et très débridé, si je ne me trompe pas, concernant votre nudité, tout ça. Enfin, ça n'a jamais été un problème. J'ai très à l'aise avec ça. Oui, vous avez fait des petites photos, me semble-t-il. Oui, tout le monde sait que j'ai fait des photos pour des romans photos adultes. Oui, on voit voilà votre mon appendice. Votre appendice. Voilà. Et donc, si vous voulez, mais en même temps, je faisais ça. J'étais étudiant. J'allais faire ça en Angleterre. Il n'y avait absolument pas de mineurs du tout au milieu. Non, mais c'est bien. Il n'y a aucun problème. C'était pas en France, c'était consenti. Il n'y a jamais eu de problème en quoi que ce soit. C'était une manière de gagner de l'argent de poche. Mes parents l'ont appris beaucoup plus tard, un jour, quand j'ai fait les grosses têtes en 2011. Vous devez être content. Avec Philippe Bouvard en invité pour un livre, etc. Et puis Bouvard m'a chauffé là-dessus. Et puis voilà. Alors, la chose qui me rassure, c'est que les photos ne peuvent pas sortir aujourd'hui. Un, j'en ai acheté une partie. 2, elles sont tellement... impubliable. D'accord. À la page 2, tout le monde est couché, généralement. Ah d'accord, ok, comme ça c'est réglé. Donc en fait, c'est pas publiable. Vous savez, même quand on met la fiche de Paul Naref aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous fermez votre compte pratiquement. Parce que c'est une paire de fesses. Alors c'est une œuvre d'art, puisque comme on le sait, vous allez à New York dans un grand musée, l'affiche et le Paul Naref est dans le musée de New York. Bon. Donc on peut pas. Donc je suis tranquille là-dessus. Vous êtes ravi certainement d'avoir su ces petites choses que vous ne saviez pas sur Fabien Lecoeur. Allez, on enchaîne tout de suite avec les coulisses de la télé. Ah, on adore quand ça croustille. Bien sûr.
Allez, notre Fabien Lecoeuvre, évidemment, a été bercé par les années yéyé. Et c'est impossible de faire une émission sans parler de cet homme qui arrive tout de suite sur nos écrans et qui est très beau. C'est Claude François, évidemment. Ah, cher. Alors, vous devez en avoir marre de parler de Claude François, non? Ben oui, mais en même temps, ça fait un peu partie de ma vie. Si vous voulez. C'est clair. Hein, depuis 31 ans que je travaille avec Claude et Marc François. Alors, ça fait un peu partie de ma vie et je me considère comme un passeur, en fait. Ouais. Voilà. Et... Il aurait été heureux de cette époque, Claude François, Fabien Lecoeuvre. Cette époque d'aujourd'hui? Ouais. Oui, parce qu'il était absolument pris par un jeunisme absolu. Ouais. Donc, il se sera adapté à l'époque, même à 83 ans. Ah, ouais. Bon. Ah oui, il aurait 83. En même temps, je pense que la sortie qu'il a eue, et là je parle au 8e degré évidemment, ouais. La sortie qu'il a eue, il aurait adoré cette sortie. Ah. Non pas familialement, parce qu'évidemment il adorait ses enfants, il aurait adoré revoir tous ses petits-enfants et tout ça qui sont nés depuis, du côté de Marc François et de Claude François Junior. Mais en même temps, il aurait été heureux de cette sortie, d'avoir quitté en pleine jeunesse cette terre, avoir gardé un visage éternellement jeune et d'avoir toujours d'enchanter toujours les discothèques en France, les clubs, avec ses tubes qui repassent toujours en club, qui forment des nouvelles générations. Il aurait adoré ça. Et un jour, j'en ai parlé avec Jean-Pierre Foucault, qui a très bien connu Claude François, puisqu'il a présenté pour RMC à l'époque beaucoup de concerts de Clo-Clo. Et là-dessus, on se rejoignait avec Jean-Pierre Foucault. Il me disait, mais il aura finalement... Mais on parle au 8e degré, parce que personne ne souhaite la mort de personne, bien attention. Sûr, hein. Mais en même temps... il aurait adoré cette sortie. Elle a été établie finalement, cette mort, Fabien Lecoeuvre, pour les gens qui ont encore des doutes parce que... Non, moi d'ailleurs j'ai publié des livres sur avec le rapport de police qui a été fait tout de suite 1 heure après sa disparition, etc. Non, c'est un sale accident domestique. Ouais. Avec une fameuse applique... Vous savez, des électrocutions en région parisienne, j'avais interviewé l'adjudant Jacquinot, moi, qui est arrivé tout de suite. Quand Claude François, enfin avant qu'il meure, il était encore dans un état semi-conscient. Il m'a dit, mais en région parisienne, il y a une centaine d'électrocutions, il faut le savoir, par an. Alors, tout le monde ne meurt pas, mais il y a des gens, malheureusement, ils ont trop pris le courant et malheureusement, ils meurent. Donc, alors on ne sait pas si c'est mieux de mourir ou de pas de mourir, on ne sait pas selon le degré d'atteinte. À aucun moment, il a été déterminé que ça avait pu être quelque chose de sa volonté, vers un suicide? Non. Impossible. Non, c'était pas un type suicidaire, pas du tout. C'était un type qui était solaire, qui était... On a retrouvé des choses après qu'on ignorait sur Claude François, après son départ. Alors, il y a eu un acharnement du destin. Il n'aurait pas dû se trouver dans la salle de bain ce jour-là, parce que, tout simplement, c'est Michel Drucker qui a appelé Claude François pour lui dire... Attention, remettons les paroles dans leur contexte. Hein. Il a appelé Claude François, il ne voulait pas faire l'émission Les Rendus du Dimanche à l'époque, le fameux 11 mars pour diffuser le 12 mars. Il voulait le faire 15 jours plus tard. Et puis Drucker, il y a eu un désistement d'invités. Il voulait avoir Clo-Clo qui représentait la jeunesse, l'audience, etc. à l'époque, déjà en 1978. Et il a dit, et Claude François, il n'y avait pas les portables à l'époque. Il avait joint l'hôtel à l'Aisin, où il était la veille, etc. Et Claude François a changé son vol. Au lieu de rentrer le samedi 11 mars à 15h dans l'après-midi et aller directement dans sa propriété du Moulin, il est rentré le vendredi soir à 23h. Premier problème. Deuxième problème, le Thermac. Quand vous démarrez en Suisse, à Genève, sur le Thermac de l'aéroport, à 22h, les petits avions ne peuvent plus décoller. Il est arrivé dans l'avion, la tour de contrôle a dit « vous partez plus ». Il a appelé à vouloir parler, il a voulu parler à la tour de contrôle. « Je suis Claude François, laissez-moi décoller, demain j'ai une mission, etc. » Ils l'ont laissé décoller, alors qu'il y avait un brouillard très épais. Et enfin, la troisième chose, il y avait des défaillances dans l'installation électrique. L'électricien est venu, il est venu le 5 ou 6 mars. Et il a vu qu'il y avait des défaillants, mais il n'a pas pu, l'électricien, contrôler la chambre et la salle de bain. Parce que Claude François, à ce moment-là, dormait dans sa chambre. Donc, l'électricien a dit à François, sa secrétaire de l'époque, Claude François, il a dit, écoutez, c'est pas grave, je reviendrai le lundi 13 mars. Il me dit, c'est parfait, parce qu'il sera au Moulin, il ne sera pas dans son appartement, vous pourrez contrôler comme ça la chambre et la salle de bain. C'est une destinée. C'est un vrai destin à un moment donné, je pense. Quand ça tombe, ça tombe. Voilà. Et au nom de ces 3 arguments, mais vous savez, c'est comme Édith Piaf. Bien sûr. Quand Édith Piaf dit à Marcel Cerdan, en 1949, non, ne prends pas le bateau, je suis pressé de te revoir, prends l'avion.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Le destin. Ce sont des destinées, on peut en vouloir à personne. On peut en vouloir évidemment à personne et on pense très fort à Claude François et sa famille, toujours aujourd'hui, qui sont forcément dans nos cœurs et dans notre tête. On y reviendra dans un instant. Après une petite page de publicité, chers amis, on vous parlera des Claudettes notamment. Il y a eu des sorties hallucinantes il y a quelques mois. J'aimerais bien avoir votre avis. Le moulin, qu'est-il devenu? On parlera aussi évidemment de Patrick Sébastien, parce qu'on vous connaît avec Patrick, Patoche, notre ami Patrick qui est sur C8 maintenant, Michel Polnareff, ou encore Michel Sardou, Céline Dion, plein de belles choses à découvrir dans un instant. Et forcément, les questions cash, le salaire, la retraite de Fabien Lecoeuvre. Vous allez tout savoir tout de suite sur C8, chers amis. Ah bah, je peux pas m'en empêcher. Chers amis, vous êtes sur C8, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité et de rester pour notre conteur d'histoire, Fabien Lecoeuvre. C'est vrai que vous êtes un conteur, cher Fabien, vous avez tellement vécu de choses et puis vous nous parlez à chaque fois des personnalités avec ce talent, cette verve. On y est un petit peu quand même, on parlait juste avant de nous retrouver, cher Fabien Lecoeuvre, eh bien, de ce décès de Claude François, hallucinant, où vous le disiez, hors antenne et même juste avant qu'on quitte l'antenne. Ben, il y a eu 3 choses qui se sont passées qui ont fait que le destin... Sa destinée a été changée. Je pense que les gens, à un moment donné, ils ont vraiment rendez-vous avec la mort. Ouais. Fabien Lecoeuvre, avec Patrick Sébastien notamment, les années bien sûr. bonheur. Oui, absolument, tout à fait. Patrick qu'on embrasse, qui est sur notre chaîne évidemment et que vous retrouvez de temps en temps avec Cyril Hanouna. Ouais. Évidemment avec aussi cette émission qu'on adore tous, qui s'appelle Les années bonheur. Les années bonheur et le plus grand cabaret. Alors vous avez tout fait vous, je crois. Hein, vous avez fait les... Alors j'ai fait tout. Alors j'ai fait le cabaret, non, parce que ça a commencé. Ouais. Moi, je travaillais pas déjà avec Patrick quand ça a commencé. C'est la plus ancienne des émissions de Patrick Sébastien, le plus grand cabaret, qui est une institution. C'est plus qu'une émission. C'est devenu une espèce de truc culte. Enfin bon. Alors vous veniez donner votre avis. Alors ça, c'était dans le plus grand cabaret. Je venais quand je sortais un livre parce que je pouvais pas faire la promo de mes livres dans l'émission où j'étais aux côtés de Patrick dans toutes les émissions. Je pouvais pas le faire. C'est un problème de. À l'époque, ça s'appelait pas encore l'Arcom, c'était le CSA. À l'époque. Ouais. Donc, mais après, le plus grand cabaret, je les ai toutes faites. Puisque la première, on avait mis, il y avait Carlos qui co-présentait avec nous dans l'émission. Malheureusement, après, il est tombé malade. On a pris Lio, après, qui a fait 1 ou 2 émissions. Puis après, on a pris Isabelle Morizet. Pourquoi ça s'est arrêté avec Lio? Parce qu'elle avait des tournées avec les 80. Ah oui. Elle ne pouvait plus tourner les années bonheur, c'était compliqué. Donc, à un moment donné, voilà, après, il y a des plannings. Quand on est chanteur, c'est compliqué de faire aussi l'animateur. Vous êtes toujours copain avec Patrick Sébastien? Toujours. C'est-à-dire que vous l'avez eu quand au téléphone dernièrement? On se parle 1 fois par semaine ou tous les 15 jours, ça dépend. Et je crois que c'est à des horaires très particulières, je me trompe? Lui, pour être tranquille, pour ne pas être dérangé, que ce soit lui d'ailleurs comme moi aussi, parce que la journée c'est compliqué des fois avec le travail, on s'appelle, souvent c'est à partir d'1h du matin, 2h, 4h. Mais il dort pas. Il va se coucher à 5h souvent, ouais. Il le vit comment ce retrait quelque part des médias? Enfin, mais je crois qu'il le vit bien. Vous savez, c'est des gens qui arrivent à l'automne de leur vie, dire les choses. Bon. Ils ont tout vécu, tout connu, le succès, la gloire, l'argent, l'amour, tout. Enfin, tout leur a... Alors attention, ça n'a pas été facile pour eux non plus, dans d'autres temps. Mais quand vous avez fait la carrière de Patrick Sébastien, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est clair. Non mais il a tout, il est dans le cœur des Français. Qu'est-ce que vous voulez de plus que d'être dans le cœur des Français? L'époque ça correspond plus trop. Je l'ai entendu dans une interview expliquer que même quand il y avait une serveuse qui venait dans un hôtel, il était obligé de la filmer parce qu'il avait peur qu'on dise qu'il ait fait quoi que ce soit. Il y a aussi une époque avec des phrasés qui pourraient plus passer aujourd'hui. Et en même temps, je pense que Patrick est bien dans notre époque aussi, parce qu'il c'est un caméléon. Quand on est imitateur, on est caméléon aussi, généralement. C'est un bon imitateur aussi. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, mais voilà, alors après, quand on a le parcours qu'il a eu, il a rempli des stades l'été, il remplit des zéniths, il a rempli je ne sais pas combien d'Olympiades. Mais qu'est-ce que vous voulez prouver? Il est dans le cœur des gens, pour toujours. Michel Polnareff, évidemment. Oui. Impossible de ne pas parler de Michel Polnareff quand on a Fabien Lecoeuvre avec nous. Alors, pour le pire et pour le meilleur, on peut le faire à l'envers aussi. Oui. Là, c'était pour le meilleur, sur une jolie plage, si je ne me trompe pas. Non, c'était dans le désert. Dans le désert, pardon. Ça. Plage de cailloux, là, oui. Ça, c'est les bons moments avec Michel Polnareff. Mais parce qu'on a été très proches, comme chacun le sait. Y a pas de... C'est un secret de polichinelle. On en a été très proches en amitié, en tout cas. On s'est reconnus très vite dans le travail. Alors, on s'est déjà disputé une première fois. Ah oui, ça, c'était incroyable. Puis, alors, il voulait me tuer. Bon, et puis oui, après... c'est fou, mais j'ai vu des menaces de mort, c'est vrai, cette histoire? Oui, bien sûr. Il avait été entendu par la police. Enfin, c'était un bazar. Enfin, mais vous avez dit quoi, Michel Polnareff? Sur scène, il avait fait un concert. On est en 2007. En mars 2007, il fait un concert à ce moment-là. On s'était déjà fâchés cette première fois. Ouais. Et puis, il avait dit, à un moment, il attaque la chanson Qui a tué grand-maman. Il fait une introduction. Ouais. Il dit, moi, j'ai toujours pas tué Lecoeuvre.
Et alors la salle, ouais, les 17 000 personnes de Bercy, ouais, machin. Parce que le mec, il ne savait rien. Bon, machin. Et le lendemain, on me téléphone. Et puis on me dit, dis donc, putain, t'as fait un triomphe hier à Bercy. Je dis, ah bon Il dit, mais oh là là, les mecs, quand il a dit, on n'a pas tué le cœur, ouais, tout le monde s'est mis debout et tout ça. Mais bon, je pense que les gens, ils n'ont pas compris forcément. Bah oui, bien sûr. Ils répondaient à un artiste sur scène, en fait, d'une manière. Et pour quelle raison ils voulaient vous tuer? Mais parce que, je sais pas, il me trouvait tous les défauts de la terre à ce moment-là. Ouais. Bon. Et puis des fois, les artistes sont influencés par d'autres équipes. Bon, qui vous aiment pas, alors après, ils vous trouvent tous les défauts. Ah bah mais... ça, oui, ça vous tombe souvent dessus. Hein. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous aiment pas, donc du coup, ils vous... Et en même temps, quand on n'est pas aimé, c'est qu'on existe aussi. Hein. Oui, vous savez, on sait à un moment donné qu'on a réussi au nombre de ses ennemis. N'oubliez jamais ça. C'est pas au nombre de ses amis, au nombre de ses ennemis. Donc, je crois qu'à un moment donné, voilà... Et puis Michel, et puis après on s'est retrouvés. Vous êtes refâchés, je crois. Ah oui, on s'est refâchés en 2019, donc on a retravaillé encore une dizaine d'années. Qu'est-ce qu'il voulait encore vous tuer? Non, il était plus modéré, mais enfin, bon, il me chargeait un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Bon. Alors aujourd'hui, en 2023. Ben non, en 2023, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc vous n'avez plus de contact avec lui? Non, alors c'est arrivé, pas avec lui, mais avec des gens de son entourage. D'accord, ok. Mais non, il hésite à m'appeler, je sais pas. Enfin, il était dans une espèce de, on sait pas. Bon. D'accord, ok. Et puis, mais en même temps. Il va revenir en France? Alors ça, je peux pas vous dire. Vous savez, un concert. Ça a marché ces concerts parce qu'on n'en a pas trop entendu parler, c'est vrai. Moi, je peux vous parler des concerts 2007 et 2016, parce que là, j'étais à l'origine, on va dire. Ceux qu'il a fait, un triomphe. Les derniers qu'il a fait dans sa tournée en France. Je sais pas, j'ai pas les chiffres, parce qu'on me les donne pas là pour le coup. Hein, bon, donc j'ai pas les chiffres. Il y en a qui disent que c'est plein, d'autres qui disent que les Zéniths n'étaient pas tous pleins, après, etc. En même temps, bon, je pense qu'il a fait un succès sur scène. Bon, en même temps. Et puis Paul Naref reste Paul Naref. Paul Naref, c'est Paul Naref. Au-delà de sa propre vie, à un moment donné, il sera toujours un type au sommet, quoi. Elle est intéressante cette photo, parce que vous l'aviez emmené chez Cyril Hanouna, si je ne me trompe pas. Oui, je l'avais emmené chez deux émissions que ses conseillers de la maison de disques à l'époque ne voulaient pas. Alors, ils ne voulaient pas que je l'emmène chez Cyril Hanouna, moi qui est mon copain depuis toujours. Ouais. Bon, j'ai été son premier employeur à Cyril. Donc c'est un ami, et puis je connais bien l'homme, il est à la vie comme à la scène. Ouais. C'est un mec génial. Bon. Et alors, fallait pas faire son émission parce que c'était une émission qu'il fallait pas faire. Moi, j'ai contre vents et marées, j'en ai parlé à Michel, on décidait tout ensemble d'ailleurs, tous les deux. Et lui, ça l'amusait, parce qu'il aimait bien Cyril. Il trouvait que c'est un troublion, c'était un personnage. Et il l'a fait, c'était un carton. Et puis il y avait aussi Laurent Ruquier. Ah, mais parce que Laurent Ruquier, toute la maison de disques ne voulait pas que Paul Naref participe à On n'est pas couché. Et on avait besoin d'On n'est pas couché pour remplir les Zéniths. Mais ça vendait très bien, c'est vrai, cette émission était... Parce que c'était une émission très importante. Et pour les livres aussi, Ruquier, qui est un homme de talent, il faut le rappeler quand même. C'est un très bon animateur dans toute la génération des grands animateurs de télé depuis 50 ans. Et la maison de disques ne voulait pas. Le seul qui me soutenait, c'était Gilbert Coulier, qui était le producteur du spectacle et qui avait besoin de remplir les salles. Et moi, qui je disais à Michel, il faut faire l'émission, Mais du coup, avec la maison de disques, on était un peu en porte-à-faux, ils ne voulaient plus la faire, etc. Mais moi, j'avais promis à Laurent Ruquier et à Catherine Barma, qui rêvaient de recevoir Michel Polnareff pendant 52 minutes à la place de leur invité politique. Et j'ai voulu faire plaisir à Laurent Ruquier, parce que d'abord, il me touche. C'est un type magique, dès qu'il prend un micro. Enfin, le type, il sait, il est brillant. Enfin, bon. Et puis à Catherine Barma, j'avais tapé dans la main, c'est une promesse, et j'ai voulu tenir ma promesse. Et l'émission a très bien marché. Les places de Bercy en 2016 se sont remplies très vite, enfin, etc. Et je suis content d'avoir rendu ce service. Et puis... Michel Polnareff m'avait exigé une chose, c'est d'être assis à côté de Laurent Ruquier dans l'émission. D'accord, ok. Et non pas dans le petit fauteuil à côté. Il voulait être à côté. Parce qu'il trouvait que c'était une manière aussi de déstabiliser l'animateur. Ah, d'accord, c'est pour ça. Mais je me souviens. Et tout le monde avait des lunettes blanches, je crois aussi. Hein. Et oui, c'est absolument le public. Oui. Cette demande, ouais. Et Laurent Ruquier, voilà, il a eu aussi que ça comme exigence. Voilà, il était très rock'n'roll, Laurent, et puis ça s'est très bien passé. Et puis je crois qu'il était très content de l'émission. Et je me souviens, Léa Salamé qui avait posé une question, est-ce que vous êtes heureux, Michel Polnareff? Et Paul Naref avait répondu raisonnablement. Et je trouve que c'est une phrase qui est restée dans l'histoire, en tout cas. Est-ce qu'il vous a rendu l'appareil, Laurent Ruquier? Non, parce que je pense qu'il m'aime pas. Je pense qu'il m'aime pas. Alors, vous pensez qu'il vous aime pas? Moi, je pense qu'il m'aime pas parce qu'il s'acharne des fois sur moi. Il a toujours un mauvais mot. Mais j'ai vu ça, à droite et à gauche. Bon, en tout cas, c'est pas réciproque. Bon, donc. J'ai pas de soucis, vous voyez. Ça vous fait de la peine quand il attaque? Non, ça me fait de la peine parce que c'est injuste, c'est pas fondé. Ouais. Bon. Donc voilà, donc à ce niveau-là, mais vous savez, il y a plein de gens. Je vous raconte une confidence, c'est que, est-ce que vous saviez, par exemple, que dans l'histoire de la télévision, les Carpentier, qui sont quand même des producteurs qui ont été très importants dans l'histoire de la télévision, ils n'aimaient pas Mike Brandt. On ne sait pas pourquoi. Mike Brandt n'a
jamais fait les Carpentier. Ni les top A, ni les numéros 1. Personne n'en parle aujourd'hui. On parle des ventes de Mike Brandt, ça ne lui a pas empêché de vendre 30 millions de disques. Il n'a jamais voulu recevoir Carpentier, Maritier et Gilbert Carpentier. Ils n'ont jamais voulu recevoir Mike Brandt. On ne sait pas pourquoi. Voilà. C'était comme ça, Mais chez Guy Lux, c'est la même chose. Chez Jacques Martin, c'était pareil. Ouais, mais vous voyez, vous lui avez rendu un service. C'est dommage, je trouve. Parce que mais vous savez, c'est un sacré service, hein, un animateur comme ça. Une carrière, c'est long. Ouais. Frédéric François n'était jamais reçu chez Michel Drucker pendant 15 ans. Ouais, c'est vrai, cette histoire aussi. Ça a duré 15 ans. Puis un jour, Françoise Coquet et Michel Drucker, qui sont quand même des gens importants dans le monde de la télévision, et puis intelligents, brillants, ce sont des gens bien. À un moment donné, ils ont dit, mais il faut recevoir Frédéric François. Je crois qu'à un moment donné, je pense qu'après, c'est le temps qui positionne. Mais moi, je pourrais avoir Paul Naref, vous pensez? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais peut-être qu'un jour, s'il vient... Vous remettiez ensemble. Mais vous savez, une carrière, c'est long, pour tout le monde. Oh, ça me ferait plaisir, Michel. Non, mais c'est un homme. En plus, c'est un homme bien. Bon, mais oui, voilà, au-delà de tout. Même, on peut se disputer avec les gens. C'est pas pour ça qu'on leur en veut. Un autre Michel qu'on adore. Et d'ailleurs, il y a un très joli. J'avais fait un livre qui a bien marché il y a déjà peut-être 7-8 ans. Et puis là, les éditions Perles m'ont appelé. Ils m'ont dit on voudrait sortir le Sardou en poche. Le petit poche, ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut s'adapter un peu à l'époque. Enfin, à mon sens, je pense. Il faut vraiment s'adapter à l'époque et puis à faire des livres qui correspondent à cette inflation aussi, parce que ça appartient. On doit avoir cette conscience aujourd'hui quand même aussi. Et puis j'aimerais terminer avec quand même notre Céline Dion, qui est incroyable, qu'on adore tellement et qui on pense très fort. Vous avez d'ailleurs fait un livre qui s'appelle « La véritable histoire des chansons de Céline Dion ». Moi, j'ai une question à vous poser, vous qui savez tout, Fabien Lecoeuvre. Ouais. Comment va-t-elle? Écoutez, j'ai pas plus de nouvelles que vous. Malheureusement, j'aimerais bien. À chaque fois, on sait qu'elle est sous traitement, etc. Ouais. Elle a la fameuse maladie neurologique, c'est la maladie de l'homme raide. D'accord. Alors, c'est compliqué parce que c'est de la neurologie, c'est des maladies très rares. Et moi, ça me touche, parce que ça me fait une peine immense, évidemment, vous imaginez. À 55 ans, parce qu'elle est de 68. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne peut plus chanter du tout non, je ne sais pas si elle peut plus chanter. Alors, pas. En tout cas, ça lui crée peut-être des troubles dans l'exercice de son métier. Ouais. Alors, je ne sais pas lesquels, parce que j'en ai absolument pas parlé avec elle, et du tout. Bon, moi, j'ai voulu sortir ce livre pour deux choses, parce que j'avais eu un entretien avec René Angélil, son mari. Ah oui. Son merveilleux mari. Vous étiez très proches tous les deux, j'ai vu des photos. Non, mais enfin, on se connaissait un peu, parce qu'il avait voulu... Vous savez qu'il était chanteur au départ d'un groupe qui s'appelait... The Baronettes, les Baronettes. Et il voulait sortir des disques en France, il n'a jamais pu, mais il faisait des disques souples qu'il envoyait au disque Flèche, la maison de disques de Claude François, entre 75, 76, 77, etc. Claude François n'avait pas sorti, je lui ai raconté cette histoire à René un jour dans une interview, et puis je lui ai retrouvé les maquettes qu'il avait envoyées à l'époque, etc., au disque Flèche, enfin bref. Et puis on a eu ce rapprochement, voilà, il m'a donné son mail, son portable et tout ça, et puis il m'avait raconté des histoires de chansons. Vous voyez, des trucs étonnants. Par exemple, quand elle enregistre à un moment donné son premier succès mondial à Céline Dion en 91, c'est La Belle et la Bête. Mondial. Quand je dis mondial, c'est plus de 20 millions de disques vendus. Hein. C'est mondial, c'est planétaire, Céline Dion. Hein. Mais elle ne voulait pas la faire, cette chanson, au départ, parce qu'elle avait été abusée. Elle avait été appelée par Spielberg, ce que personne ne sait, pour pouvoir enregistrer Fievel au Far West, la chanson. Elle l'a enregistrée. Et puis finalement, Spielberg dit « Non, je ne vais pas prendre Céline Dion, je vais prendre Linda Ronstadt », qui a fait ma chanson finalement, qui a fait la chanson du film. Et Céline Dion, elle était verte de ça. Parce qu'elle s'est dit, ah non, je ne vais pas me faire avoir encore. Moi, je sers pratiquement de choriste. Et après, on file la chanson à une autre artiste. Donc, elle ne voulait pas. Et heureusement qu'il y avait des gens de qualité comme René, qui était déjà son mari à l'époque, et qui lui a dit, non, fais-le, j'insiste, fais-le. Un peu comme Titanic aussi, où elle ne voulait pas forcément le faire. Et donc, je pense que René, sans René, il n'y a pas Céline Dion, évidemment. C'est banalité, ce que je dis là. C'est vrai. Mais en donnant des exemples précis, et dans les histoires des chansons, tu avais certaines histoires racontées par René Angélil, j'avais noté tout dans mes petits cahiers que vous connaissez, et puis j'ai pu mettre tout ça à plat pour faire ce livre, La véritable histoire des chansons aux éditions Hugo. Voilà, c'est ce très joli livre qu'on peut acheter évidemment pour Noël, les beaux cadeaux et les questions cachées maintenant sur C8. On y va avec Fabien Lecoeuvre. Allez, quand on s'appelle Fabien Lecoeuvre, on a gagné combien au maximum de sa carrière? On a gagné combien au maximum de sa carrière? De ma carrière? Ouais. Est-ce que c'est un livre qui vous a fait remporter le pactole? Est-ce que le plus gros cachet que vous avez reçu, c'était pourquoi? C'est un livre. C'était quel livre? C'est un livre... Alors, il y a eu deux livres. J'ai eu Hallyday et Claude François. C'est deux livres. C'est du très très lourd? Du lourd, enfin c'est du lourd. Il y en a un qui avait fait, je crois, 73
13 000 exemplaires. D'accord. Donc Clo-Clo et Johnny avaient fait un 44 000, je crois, mais c'est déjà des grosses ventes. Et ça fait quoi en euros Ça fait beaucoup d'argent. Alors, je ne sais plus ce que ça fait, parce que moi, en fait, j'ai pas de fiche de paye. D'accord. Puisque j'ai une société. C'est ma société qui fait des factures. Ah, les gens, ils disent ça en général quand ils veulent pas répondre à mes questions. Mais moi, c'est mon statut. Ah non. Ma société s'appelle Fabien Lecoeuvre, organisation. Mais est-ce que plus de 500 000 euros par livre? Non. Pour les deux? Pour les deux, oui. Ouais, à mon avis. Ouais. 1 demi-million d'euros pour. Ouais, donc ça, c'est pas mal. Ouais, mais c'est des grosses ventes. Ouais. Et après, je ne sais pas combien j'ai vendu de livres depuis le début de ma carrière, mais je suis pas loin d'un million de livres vendus quand même. Voilà, à mon avis. En une soixantaine de livres, parce que j'ai fait des bides. Hein. Vous me posez pas la question? C'est bien. Si, vous me posez pas la question? Je veux pas vous embêter. Vous savez, les deux plus gros bides, je vais vous faire une confidence. Ah bah j'adore. Bah oui, on peut y aller sur les bides. Les deux plus gros bides dans ma carrière d'auteur, oui. D'ailleurs aux éditions Hugo, c'est Serge Gainsbourg, 3300. C'est une cata, ouais. Et Goldman. Ah bon? Oui, alors que c'est quand même l'artiste préféré des Français. C'est fou cette histoire. Oui, et ben je vais vous dire pourquoi. Et moi, j'ai été surpris. Alors j'ai appelé d'autres auteurs qui avaient fait des livres sur Gainsbourg et sur Goldman. Ils se traînent dans les mêmes chiffres que moi. C'est alors que quand vous êtes Renaud, j'ai fait des livres sur Renaud, sur Mylène Farmer, sur Sardou, sur Johnny, sur, je sais pas, enfin, vous voyez, Claude François, enfin, etc. Tout le monde est au-dessus de 10-15 000. Et là, ça n'a pas décollé. Et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas la raison. Parce qu'ils ont les mêmes places. Mais vous voyez, c'est pour ça qu'on est très surpris des fois de l'affectif, du déclencheur. Je ne peux pas l'expliquer. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une? Non. Jamais. Bon, non, alors ça, Dieu merci, enfin, ça ne m'intéresse pas non plus. Mais par contre, je vais en prison 1 ou 2 fois par an, parce que j'enseigne la communication. D'accord. Alors Fleury-Mérogis, ou alors à Caen, où il y a tous les gros tueurs. Vous savez, tous les tueurs, les violeurs sont à Caen, la prison de Caen. D'accord. Et Fleury-Mérogis, c'est la prison des femmes et la prison des hommes. Donc je vais en prison 2 fois par an, en fait, mais pour enseigner. Et d'ailleurs, parce que souvent, beaucoup de gens de télévision font ça. Parce qu'ils adorent recevoir des gens. Alors, c'est des amphis, hein, souvent, hein, voilà, mais c'est intéressant. Parce que c'est, en tout cas, moi, ça me fait plaisir aussi encore de transmettre des choses. Votre pire souvenir avec un artiste? Non, j'ai pas de pire souvenir, moi. Il n'y en a pas un qui a été très compliqué à gérer? Non. Parce que même avec Polnareff, même si on s'est fâché 2 fois, on s'est à chaque fois réconcilié. Non, j'ai pas de pire souvenir, même d'accidents, de trucs. Non, j'ai pas de pire souvenir. Combien vous avez gagné sur chaque émission avec Patrick Sébastien sur les années bonheur? 7 000 sur facture, 7 500 € sur facture. Par émission? Par émission. C'était un bon salaire. Bah, vous savez, d'abord c'était France 2, 20h30, grosse audience, il y avait 3 jours de travail, de préparation, puis c'est des grosses préparations. Celle-ci, il n'y a qu'à Fabien Lecoeuvre que je peux la poser. C'est laquelle? Est-ce que vous avez déjà fait une partie fine avec une personnalité? Vous êtes sûr que non? Je suis sûr que oui, moi. J'ai un début de... De quoi? D'Alzheimer? Alzheimer, je pense. Non, mais je ne sais pas. Mais non, parce que... Non, mais déjà, vous me dites... vous voyez, non, mais il y a un paradoxe dans votre question. Quoi? Parce que moi, je peux parler de ma vie privée. Oui. Mais je ne peux pas parler de la vie privée d'un autre. D'accord. C'est une loi en France. D'accord. Oui, mais je vous demande pas qui. Voilà. Oui. Bah voilà, j'en étais sûr. Qui? Ah, c'est au singulier ou au pluriel? Ah oui, d'accord. Plusieurs Non. personnalités? Bah, oui. Ah, mais c'est des shows, hein, dans le milieu, hein. Oui. Mais enfin, non, mais bon. Non, mais Ah, mais j'adore cette info. Et vous? Ah bah non. Ça vous est déjà arrivé? Oh bah non, mais moi je suis tranquille, moi. Oh. Une partie fine, c'est à partir de combien? Ah bah, c'est fin à partir de 3-4 personnes. Comme une tarte fine aux pommes, il y a beaucoup de pommes. Ah non, mais vous êtes quand même... Vous me direz dans l'oreille qui c'était tout à l'heure? Oui, je vous le dirai dans l'oreille. Comme ça, je vous leur dirai demain, enfin, moi. Non, mais enfin, c'est un secret de Polichinelle, enfin, tout le monde le sait. Bah, je savais pas que vous faisiez mais ça. Oui, non, bah... Ah bon? Bon, écoutez, vous lisez pas mes livres. Si, je les lis un petit peu Bon, quand même. Bon, allez, Fabien Lecoeuvre, si vous aviez un message à passer face caméra à Polnareff, ce serait quoi? Si je dois... Michel Polnareff, j'ai pas envie de retravailler avec vous. Oh la vache. Mais en revanche, j'aime bien nos coups de fil, notre relation en tout cas amicale. Vous voyez? Oui, je l'ai toujours vous voyez depuis le début. Mais comme je vous vois, mon collaborateur Laurent, ça fait 35 ans qu'il est chez moi. Laurent Brial qui est au fond là-bas, qui surveille tout. On sait toujours vous voyez, mais je sais pas pourquoi, parce que quand on commence avec quelqu'un que vous voyez, c'est comme ça. Donc en fait, non, oui, moi, j'ai vraiment pas envie de retravailler avec lui, pour plein de raisons. Ouais. Parce qu'il y a trop de gens autour qui travaillent, tout ça, machin, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais par contre, on s'aime bien, et je pense que j'ai eu des retours aussi de son côté. Donc, je sais qu'on s'appréciait bien, c'est ce qui nous manque. Je pense que moi, ça me manque
les coups de fil et tout ça, voilà, ça manquait parce qu'on a vraiment une complicité. Je crois que j'ai pas besoin, voilà. Et Laurent Ruquier, vous lui diriez quoi? Laurent Ruquier, je l'aime bien ce garçon, j'aime bien Laurent Ruquier. Invite-moi, c'est ça? Non, parce qu'il invite qui veut, je n'ai pas besoin de faire son émission. Et Dieu sait s'il n'a pas besoin de moi pour faire des audiences. Il fait des belles audiences sur RTL, il fait des belles audiences. Voilà. Enfin, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais enfin, je pense qu'il va se rattraper. Il faut le temps que l'émission s'installe. J'adore, il ne peut pas s'en empêcher. Merci Fabien Lecoeuvre. Non, mais je pense que l'émission s'installe. Voilà. Allez, c'est terminé pour ces questions cash. Vous me faites rire. Allez, vous le savez, chers amis, période de fête. Alors, le Père Noël est avec nous. C'est parti. Eh oui, ne prenez pas peur. Ah oui. Le Père Noël est là. Enchanté, Père Noël. Comment allez-vous? Il est ravi. Bonjour, Jordan. Ça va, Père Noël? Ça va très très bien. Tiens, ça se barre un peu en sucette, cette barbe aujourd'hui, je trouve. Oui, va falloir que je la fasse raccourcir. Oui, c'est pas raccourcir, Tout à peut-être fait. recoller, peut-être. Bon, allez, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lecoeuvre, avez-vous été bien sage cette année? Très. Ouais. Ah, vous êtes sûr? Parce que j'ai cru comprendre que vous étiez chamaillé avec une certaine Déborah Torgman de TPMP. Alors, vous vouliez quoi? Il a des infos. Déborah. Vous vouliez commander le même jouet ou... Non. On s'est chamaillé avec Déborah? Eh bien, non, c'est une info du Père Noël, apparemment. Oui, et vous n'auriez pas été sage cette année parce qu'il y avait eu un souci sur l'émission avec Claude François Junior. Ah oui. Ça revient un petit peu. Oui, ça me revient. Oui, parce que, en tout cas, Déborah, elle se nourrissait de ce qui circulait sur Internet. Ouais. Et en tant que journaliste, parce que c'est une bonne journaliste, je lui dis, tu peux pas écrire ou poser des questions à l'envoyeur où tu te nourris sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup d'extravagances. Alors, quand c'est pas un pédophile, c'est devenu un violeur. Quand c'est pas un violeur, c'est un mauvais chanteur, c'est ceci. Et du coup, ça vous ça devient n'importe quoi. Et j'ai dit, mais tu peux pas, parce que je trouve qu'il faut que tu fasses un autre travail de journaliste et tout ça. Et non, mais on s'était embrassés depuis. Donc tout va bien aujourd'hui? Non, mais je lui avais dit, alors ça n'avait peut-être pas plu, parce que je lui avais dit, je crois, en plateau, à un moment donné, un truc comme ça. Ça n'avait pas plu, mais je pouvais pas laisser dire ce qu'elle disait, en tout cas ce qu'elle affirmait. Voilà, il faut faire attention, je pense. Faut faire, en tout cas, je lui ai demandé cette prudence. Et alors, ça n'a peut-être pas plu parce que je l'ai fait en plateau, un peu peut-être maladroitement. Ça m'arrive d'être maladroit. Oui, on se souvient d'Oshi. Ah bon? Non, on va pas rentrer dans le détail. Non, mais en même temps, je vais vous dire, vous savez ce qui me rassure? Quoi? Même avec la petite maladresse que j'ai eue à ce moment-là avec la jeune artiste Oshi. Ce qui me rassure, c'est que cette semaine, j'ai vu Laetitia Hallyday qui a fait un témoignage sur RTL, un truc magnifique, sur Michel Sardou. Vous savez que Sardou et Johnny étaient fâchés depuis 2004, parce qu'il avait eu un mot maladroit justement sur la famille Laetitia et Jade et Joy, les deux filles de Johnny. Et donc, 19 ans après, il y a le Calumet de la paix qui sort, et maintenant Laetitia dit des choses formidables sur Michel Sardou, qui est un mec génial et qui, encore une fois de plus, comme moi d'ailleurs, je pense que c'est pas un méchant, Michel Sardou. Et elle le dit, Laetitia elle-même, c'est un vrai gentil. Alors bien sûr, de temps en temps, il est bougon, il est un peu ours comme ça, il dit ses trucs. En même temps, il n'a pas tort, il a le droit de dire ce qu'il pense. Et c'est pas un délit, l'opinion. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est pas un délit. N'est-ce pas, Père Noël? Ah, mais je suis un grand fan tout est de permis. Monsieur Lecoeuvre, il le sait très bien. C'est bien, mais vous venez raconter des saloperies en fin d'émission. Donc, pardon, en tout cas, si Déborah Torgman nous regarde, il n'y a aucune haine de ma part. Donc il y aura un cadeau de Noël pour cette année. On embrasse très fort Déborah. Absolument. Qui est sur PAF avec l'incroyable Pascal de la Tour du Pin. Oui, des records d'audience, quelquefois. Vous êtes souvent dedans. Moi, on m'invite dès qu'il y a des morts, des blessés ou des mises en examen. Non mais, c'est ça. On m'invite toujours. Mais j'avais connu Pascal de la Tour du Pin sur LCI déjà, parce qu'elle faisait les matinales qui étaient plutôt bien, que j'aimais bien, les matinales de Pascal de la Tour du Pin. Et j'étais content de la retrouver dans PAF. Et je trouve qu'elle est solaire. Elle est très, très solaire. Et d'ailleurs, vous avez vu ses audiences? Ça marche très, très bien. J'en étais sûr. En février, elle est à 500 000. Ah, on verra. Attention, je ne savais pas que vous étiez voyant. Et il a vraiment toutes les cordes à son arc. Non, pas du tout. J'ai aucun don. Mais pour l'instant, il est expert. Et ce sera dès le 2 décembre, chers amis, chez Drouot, pour découvrir une très belle collection. Cher Père Noël, vous pourrez y aller pour vous racheter un costume et une barbe. Parce que ça se barre. Avec plaisir. Frites totale. Bisous, les amis. À demain sur C8. Je vous embrasse très fort. Allez, embrassez Fabien Lecoeuvre. Oh, gros bisous. Joyeux Noël, Fabien. Merci, Père Noël. Joyeux Noël.